Salut et bienvenue à Vigile.Québec, volet géopolitique 101. Mon nom est Jean-Claude Pomerleau et j'aimerais revenir sur les résultats de l'élection du 1er octobre 2018 pour voir en quoi ça sert la cause de la situation qui est créée. Alors donc, il y a deux choses à retenir très claires. C'est une élection historique et après 50 ans, on arrive avec une nouvelle situation. Les deux partis qui se partageaient le pouvoir depuis tout ce temps-là vivaient dans le cadre de la logique référendaire. Le Parti libéral l'agitait comme un repoussoir pour attirer les frileux et faire le nombre pour s'accaparer le pouvoir et le mettre au service des amis du régime. Et aussi tourner l'État contre notre nation. Et ça, c'était une fatalité si ça devait continuer. Alors donc, il y a là une bonne nouvelle qui a été chassée du pouvoir. L'autre parti qui vivait de la logique référendaire, c'est le Parti québécois qui, depuis au moins une quinzaine d'années, le traînait ce référendum-là comme un boulet et cherchait à s'en débarrasser. Alors donc, c'est la situation qui a été créée et par cette élection-là, c'est que ces deux partis-là qui étaient liés à la logique référendaire sont les deux partis qui ont subi, disons, la pire défaite de leur histoire, chacun de leur côté. Alors donc, la question qui se pose, c'est est-ce que, en faisant disparaître du paysage le référendum, la nation historique qui a repris le contrôle de son État avait raison? On peut penser que, instinctivement, et c'est ce que je pense depuis un bon moment, c'est que la nation historique avait congédié le référendum comme cadre stratégique pouvant mener à la souveraineté du Québec. En fait, ce cadre stratégique-là, on va le voir dans la première partie, c'est le cadre stratégique qui avait aucune chance de mener à la souveraineté et, au contraire, entraînait le déclin de la nation. On était là au moment où ce n'était plus le projet souverainiste qui était en péril, mais la nation qui portait le projet. Et c'est cette proposition politique-là que la nation historique a décidé de mettre fin. Alors ça, c'est une chose, et ça va être la première partie. Je vais faire, je l'espère, à partir d'une grille de lecture géopolitique 101, la démonstration que le référendum ne menait pas à la souveraineté et que donc c'était une illusion politique dans laquelle on a engagé énormément d'énergie pour mener finalement au cul-de-sac actuel. Dans la dernière partie de la capsule, je vais faire un état de la situation qui est créé, puis voir en quoi ça peut servir la cause, parce que tout n'est pas perdu, là. OK? Alors, c'est important de le comprendre. D'où vient ce référendum-là? Tous ceux qui sont familiers avec le débat sur la souveraineté, qu'on savent que ça nous vient de Claude Morin. Claude Morin, d'ailleurs, lui-même, il l'a dit dans son livre « Mes premiers ministres », publié chez Boréal en 92, que ce sont les grands mandarins fédéraux qui lui ont proposé ça, c'était en 1969, et qui lui ont dit, si vous passez par le référendum, vous gagnez. Il a laissé entendre qu'il allait reconnaître les résultats, respecter le choix démocratique des Québécois. Alors, on sait que par la suite, ce qui s'est révélé, c'est que il n'y en était pas question, là. Donc, c'était un piège et on reproche beaucoup ça à Claude Morin. Mais Claude Morin est revenu avec un texte pour s'expliquer en 2008, paru sur Vigile.Québec,
Puis il dit, il dit que finalement, si ça faisait peur à Ottawa, c'est parce que c'était son impression, c'était parce que c'était la bonne stratégie à suivre. Bon. Claude Morin, on lui a fait un mauvais procès, d'après moi, comme un traître, etc. Mais, entre parenthèses, pour moi, c'est plus un grand naïf que d'autres choses. Et puis, cette naïveté-là était partagée largement autour. On a affaire à des idéalistes qui veulent changer le statut d'un État et qui a pour conséquence, finalement, de fendre un pays du G7 en deux. Un demi-continent au nord des États-Unis, ce qui a ramené à un Big Bang géopolitique planétaire. On comprend qu'on n'arrive pas là avec un concours d'art oratoire, puis un comptage de bouts de papier. Alors donc, c'est Claude Morin qui amène ça, et ça mène au référendum de 80. Et le référendum de 80... ce qui s'est produit, c'est que le Parti québécois, il est pris avec le piège référendaire, il est pris avec un engagement dans son mandat de faire un référendum. Donc, le sachant perdant, ils y vont quand même. C'est ça le piège. Et là, où ça mène, cette défaite référendaire-là? Ça mène à la Constitution de 1982. Or, qu'est-ce que la Constitution de 1982? C'est la stratégie du multiculturalisme qui devient la doctrine d'État du Canada, qui est la négation de l'existence même de notre nation. Ça fait qu'en partant pour aller se libérer du cadre constitutionnel canadien, on finit par s'y enfermer davantage avec un défi existentiel pour notre nation. C'est ça le référendum de 80. Alors, quand on pense là que ce piège-là, il y aurait eu intérêt à l'écarter, mais comme on était des idéalistes de la démocratie puis qu'on avait un engagement de prix, on ne pouvait pas l'écarter. Alors donc, conclusion de ça, le premier épisode du premier référendum, c'est Jean Chrétien qui nous le dit dans son livre publié en 1985, « Dans la fosse aux lions ». Là, il dit que, je cite, « Avec le recul, le référendum apparaît comme la plus grande erreur du Parti québécois. Jusqu'à là, la stratégie avait été extrêmement efficace pour le Québec et extrêmement dangereuse pour le Canada, c'est-à-dire que l'État du Québec est en train de s'édifier et prenait de l'espace. Et puis donc, il dit, avec le temps, le Québec serait devenu indépendant dans les faits, de facto, et son indépendance juridique serait allée de soi. Autrement dit, c'est pas le référendum qui mène à la souveraineté, c'était la souveraineté qui allait mener au référendum. Un référendum de ratification et pas un référendum d'initiative. Alors donc, ça, c'est Jean Chrétien, très content de sa victoire. On l'a vu dernièrement réapparaître, c'est ça. Alors donc, ça, c'est en 1980. En 1995... Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, on s'est fait voler, sinon, ils ont triché, ils ont dépensé plus, etc. » Tout ce que vous voulez, OK? Mais le référendum de 95 n'aurait pas mené gagnant, un référendum gagnant en 95 n'aurait pas mené à un changement de statut de province à État souverain. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions à remplir. Deux. La première, c'est exercer son pouvoir sur l'ensemble de son territoire. La deuxième, c'est une reconnaissance à l'international des acteurs étatiques qui pèsent. OK? Dans le cas de la victoire d'un oui au référendum de 95, la position d'Ottawa nous a été révélée par la suite dans au moins 2 livres. L'un, c'est The Iron Man, en référence à Jean Chrétien, et l'autre, c'est de Shawinigan Fox de Bob Plamondon, paru en 2017.
dont la National Post a fait un recensement. Dans le premier, ce qu'on apprend, c'est que de la parole d'un ministre à l'époque, Herb Gray, c'était que le référendum n'était que consultatif. La question était possiblement floue. Il y a beaucoup de prétextes pour l'arbitraire dans l'interprétation. Et dans l'autre, là, on apprend encore plus, c'est le plan secret de Jean Chrétien en cas de victoire du oui. Alors donc, ce plan secret-là, il était très simple. C'était que il allait pas reconnaître la victoire du oui, mais qu'il allait organiser, Ottawa allait organiser sur le territoire québécois un référendum. Et là, à partir d'une question de leur cru à eux et d'une interprétation des résultats du 50+1 qui était remis en question, qu'ils n'ont jamais reconnu. Alors donc, son plan secret, c'était très simple. Il organisait ce référendum-là au Québec. En cas de victoire du oui, là, il organisait un autre référendum pan-canadien, celui-là, et pour savoir si Ottawa devait accepter les résultats du référendum fédéral organisé au Québec. Alors, on voit bien qu'il y avait aucune intention de reconnaître la victoire du oui et qu'on jouait dans une partie où, depuis le début, le référendum n'allait pas être effectif et que donc, pile on perdait, face on ne gagnait pas et que, donc, depuis le début, le référendum proposé par les grands mandarins fédéraux était un marché de dupes. Maintenant, dans cette dynamique-là, le Québec, lui, aurait, avec une victoire du oui, cherché à se faire reconnaître à l'international. Et là, le match était loin d'être gagné. Pourquoi? Parce que le premier joueur, c'est Washington. Comprenez une chose, là, que si Washington n'acceptait pas la déclaration d'indépendance du Québec, les chances que ça arrive, était très, très mince, OK? Alors donc, la position de Washington est connue depuis, parce que, à cause de ce qui a été révélé, le Clinton Paper disait, moi vous le dire en anglais, moi vous le traduire en français. Since the Canadians have yet to work out their future constitutional arrangement, it is premature to consider the question of a recognition of Quebec. Donc, puisque les Canadiens ont à régler le problème ensemble, donc ils renvoyaient le Québec à la table avec Ottawa dans le cadre constitutionnel, il était prématuré de reconnaître le changement de statut du Québec si Ottawa s'y opposait. On comprend, là, OK? Et donc, et ça, c'est conforme à leur position au référendum de 80 où ils disaient, ils n'étaient pas absolument pour le statu quo au Canada, et c'est révélé dans un WikiLeaks il y a eu un écho de ça dans le Devoir, et à un moment donné, c'est que les Américains disent, regarde, on va le résumer dans le Devoir, les États-Unis pourraient être mieux servis à long terme si leurs frontières au nord étaient longées par plusieurs petits États dépendants plutôt qu'une unité politique de taille moyenne, comme c'est le cas présentement. Alors donc, on comprend que pour les États-Unis, leur intérêt, c'était de voir un peu une division qu'ils pourraient, eux, en tirer profit d'une façon ou d'une autre, et ils reconnaissaient que le Québec avait une culture vraiment distincte, c'était une nation, et donc ils favorisaient une espèce de confédération où le Québec apparaîtrait comme un État associé, peu importe les détails de ça, mais c'est la position des États-Unis, et c'est historique. Même en 80, il y a eu plus que ça, il y a eu semble-t-il, alors que Reagan est au pouvoir, 3 conseillers, David Rockefeller, George Shultz et Paul Volcker, qui ont soutenu auprès du président Reagan que le Canada pourrait être avalé économiquement et politiquement par les États-Unis au cours des 15 prochaines années, nous sommes en 80, pour devenir le 51e État américain, exception faite pour le Québec francophone.
la solution, favoriser la séparation du Québec. Mais naturellement, ça n'a pas été retenu. Cette information-là apparue dans un livre de Daniel Estulin sur l'histoire des Bilderberg. Okay? Alors donc, ça semble sérieux quand même. Et ça ne m'étonnerait pas que cette discussion-là a eu lieu parce que les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis permanents, que des intérêts permanents, et ce scénario-là pouvait apparaître comme intéressant pour les Américains, du moins à l'examiner. Donc, il reste le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, la position du Royaume-Uni nous est connue par Frédéric Bastien dans son livre « La bataille de Londres ». Il a échangé avec l'ex-ministre britannique des Affaires étrangères, Malcolm Rifkind. OK? Puis lui, dans ça, il m'a affirmé que Londres aurait reconnu une indépendance québécoise agréée par Ottawa. Or, on a vu que Ottawa n'allait pas agréer. On comprend, là? Donc, donc, Londres reconnaît les nouveaux États dans la mesure où leur gouvernement exerce de facto le pouvoir, ce qui n'était pas le cas. On était dans une dynamique de partition. Et dont le statut international n'est pas contesté, ce qui n'est pas le cas parce que Ottawa le contestait. Et donc, il nous reste un allié. Vous allez me dire, la France. Et là, la France, c'est... la position de la France, on la connaît par l'apparition du président Chirac à l'émission de Larry King. C'était tout simplement prendre acte du résultat du référendum et attendre la déclaration d'indépendance pour la reconnaître. Cependant, et là, c'est Mme Louise Baudouin qui nous révèle, parce qu'elle était l'agent de relations entre l'État du Québec et la France pour promouvoir l'appui à la souveraineté par la France et d'autres États. On comprend qu'elle a joué un jeu diplomatique hautement stratégique. Et dans une émission de radio avec Mathieu Bock-Côté à Radio Ville-Marie, elle est revenue là-dessus, cette période-là, et elle a dit qu'il y avait simplement un petit cercle du pouvoir en France qui était pour l'indépendance, qui appuyait vraiment l'indépendance du Québec. Pour les autres, elle dit, et je cite, « Ils ont poussé un lâche soulagement après la défaite du oui. » Un lâche soulagement. Elle dit, Michel Rocard lui avait confié que pour ce qui en était des autres pays européens, le Québec devait assumer la mission de convaincre une majorité qui était réfractaire à la reconnaissance des résultats en cas de victoire du oui. Alors, vous comprenez qu'on était pas mal orphelins à l'international pour se faire reconnaître. Donc, on n'avait ni ni l'autre des deux conditions pour arriver à un changement de statut. Là, le référendum, c'est une proposition qui, on le voit à l'examen avec rigueur, des positions des acteurs étatiques n'avaient aucune chance d'être effectif. Alors donc, on avait affaire au départ aux gens qui ont choisi ce cadre stratégique-là, à des idéalistes, à des naïfs qui n'étaient pas dans le jeu politique des États. Et puis, la souveraineté, c'est d'abord une affaire d'État. Maintenant, on est pris, et au bout du parcours, c'est ça qui arrive, 50 ans de cadre stratégique souverainiste. L'élection du 1er octobre, c'est comme si on avait complètement balayé ça. La nation a décidé que les deux partis qui faisaient référence à ça, puis qui en faisaient leur pain et leur beurre, le Parti libéral, je l'ai dit au début, le Parti québécois qui cherchait à s'en défaire. Alors donc, c'est eux qui ont subi le choc le plus sévère dans cette élection-là. C'est pas pour rien. Et là, la nation française a décidé de refaire sa cohésion nationale dans le véhicule qui est le parti de la CAQ. C'est ça qui se passe, là. Alors donc, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que là, on a quelque chose comme
un point d'appui pour espérer quelque chose. On a, pour le moment, arrêté la fatalité du Parti libéral au pouvoir, ce qui est très important, mais il y a aussi le fait que si la souveraineté n'est pas un souhait, c'est une somme. Alors, il faut que le Québec, comme disait Jean Chrétien dans La Fosse aux Lions, le Québec qui s'édifie, ça, c'est ce qui représente réellement un danger pour le fédéral. Le parti qui a les bras dans les airs puis qui souhaite le pays fantasmé, ça représente absolument aucun danger pour le statu quo. Au contraire, ça garantit le déclin de la nation que nous sommes. Alors donc, on a ces résultats de cette élection-là. Les cartes ont été brassées, distribuées. Quelles cartes qu'on a pour... en tout cas... penser que on a une dynamique qui peut servir la cause. Disons ça de même. Une dynamique qui peut servir la cause. Quel est le déclencheur? Et puis, on voit apparaître le parti de la CAQ très déterminé avec une proposition politique qui est la Charte des valeurs. Alors là, qu'est-ce qui arrive avec la Charte des valeurs? C'est que c'est une confrontation, mais c'est pas une confrontation entre autres sur un dossier particulier. C'est un dossier qui vise la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme de façon frontale, le multiculturalisme qui est la négation de la nation que nous sommes. Et cette proposition-là est de nommer cette nation-là dans un acte d'État et une charte, OK? Et là, on est dans une confrontation, dans un rapport de force, et là, on est dans la vraie game politique. On n'est pas dans le verbiage. Et ce que je vois, c'est que la CAQ a une détermination, et ce que je pense, c'est que là, on est revenu, c'est ça que la population a comme amené par la force des choses, on est revenu à jouer la game avec le fédéral, à se dresser contre le fédéral, à partir d'un dossier où on a un rapport de force favorable. Favorable, on a juste à penser à la position de le Parti conservateur du Canada qui a vu la sortie du gouvernement de la CAQ sur cette proposition-là et qui a dit Tory, ça c'est dans le Globe and Mail, le Tory, les conservateurs à Ottawa, would not challenge proposed Québec ban on religion symbol. C'est tout. Ils vont pas contester. Si c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, ils ne vont pas contester. Alors, ça nous reste face à Trudeau fils, Trudeau père. Ça nous reste avec une dynamique politique. C'est ça que c'est. C'est une dynamique politique qui est porteuse. Je ne dis pas que la CAQ va avoir la carrure de mener cette lutte-là jusqu'au bout, mais c'est un déclencheur de dynamique politique où le Québec se dresse contre Ottawa sur un enjeu absolument fondamental pour Ottawa, savoir le multiculturalisme. Alors ça, c'est très important. Et puis, on peut dire que pour ceux qui pensent que le projet souverainiste est loin, écarté, etc. Je peux vous rappeler qu'il y a eu un moment dans les années 80, 90, où le Parti québécois, qui était le seul parti qui portait un projet souverainiste, a décidé que non, il abandonnait ça pour le beau risque. Alors, les gens se sont dit, c'est fini. Mais en fait, le beau risque était un déclencheur et qui devait mener à l'échec du lac Meech et qui a mené à la grande vague bleue qui a mené au référendum de 95. Fait que la politique, c'est pas statique, c'est une dynamique et là, on a un déclencheur. Alors, il faut être à l'écoute de ça. Et puis, regardez qu'est-ce qui peut renforcer, parce que là, il faut comprendre que le gouvernement de la CAQ, le gouvernement Legault, là, l'appareil autour, à l'intérieur, est peuplé de nombreux péquistes. Alors donc,
c'est des gens quand même qui ont un lien au projet souverainiste d'une façon quelconque, là, peu importe leur ajustement, il reste qu'ils ont ça en tête, OK? Alors donc, il risque d'y avoir des projets qui vont être amenés par ces canaux-là, des canaux péquistes, et que je vois comme projet qui serait le plus porteur, c'est une constitution de l'État du Québec. De l'État du Québec et non d'une province de Québec. Et là, ça viendrait renforcer la position de la Charte, parce que la Charte s'inscrirait dans une Constitution du Québec. Et là, on serait dans un vrai match, c'est-à-dire un État qui se dresse contre un autre État et une Constitution qui s'oppose à une autre Constitution au nom d'un principe d'équivalence. Alors, c'est ça le match qui peut s'engager. Et plutôt que de déprimer puis chercher comment faire la convergence avec Québec solidaire, qui est un parti globaliste et non souverainiste, il vaut mieux regarder du côté de ceux qui ont les leviers sur l'appareil d'État, l'État qui agit avec envergure, puis voir comment on peut les influencer pour augmenter, accélérer la dynamique politique et puis voir où est-ce que ça peut mener. Alors, c'est ça. Alors, c'est le nouveau, disons, contexte qu'amène la dernière élection. Alors, il y a pas de quoi désespérer, mais il y a peut-être un changement de paradigme, c'est-à-dire on sort du cadre de référence au référendum comme voie d'accès à la souveraineté, puis on rentre dans une dynamique politique, et c'est à nous de comprendre dans quel contexte on est pour influencer cette dynamique politique-là, puis l'amener à notre finalité. Alors, tout n'est pas perdu.